On a frappé à la vitre de ma voiture à 3h47 du matin. Je connais l'heure exacte parce que cela faisait des heures que je fixais l'horloge du tableau de bord, essayant de calculer combien de nuits encore je pourrais survivre en dormant dans ma Lada Vesta 2015 avant que le froid ne m'achève. Mourmansk en décembre, ce n'est pas une blague. Même avec 2 couvertures et tous les vêtements que je possédais sur le dos, je voyais mon haleine embuer le pare-brise. Le faisceau d'une lampe torche m'a frappé le visage comme une accusation. « Citoyen, sortez du véhicule, s'il vous plaît. » J'ai lutté avec la poignée de la porte, mes doigts étant engourdis et maladroits à cause du froid. Quand j'ai enfin réussi à l'ouvrir, je me suis retrouvé face à un policier de Mourmansk, un jeune homme d'environ 27 ans, avec cette expression que les flics ont lorsqu'ils ne savent pas s'ils ont affaire à un ivrogne, un criminel ou juste une autre épave humaine rejetée par la société. Papier du véhicule et permis de conduire. Je m'appelle Evgraf Pavlovitch Berezovski. J'ai 45 ans et, il y a 6 mois, j'étais directeur principal de la logistique dans une grande entreprise, les réseaux de distribution du Nord, gagnant 9 millions de roubles par an avec un ensemble complet d'avantages sociaux et un compte de retraite qui venait de dépasser les 20 millions. Maintenant, j'étais sans abri, dormant sur le parking de l'hypermarché Lanta à Mourmansk avec 4700 roubles en poche, et nulle part où aller. J'ai tendu mon permis d'une main tremblante en partie à cause du froid, en partie à cause de l'humiliation. Il l'a regardé, m'a regardé, puis est retourné à sa patrouille pour vérifier mes données. Je restais là, dans l'obscurité glaciale, les bras croisés, regardant mon souffle se cristalliser dans l'air. C'était la fin, le fond, le point le plus bas qu'un homme puisse atteindre. Du moins, c'est ce que je pensais. L'officier est resté longtemps dans sa voiture, trop longtemps. Je le voyais à travers la vitre, il fixait l'écran de son ordinateur avec une expression indéchiffrable. Puis il a pris sa radio. C'est là que j'ai commencé à m'inquiéter. Une vérification de permis ne devrait pas prendre autant de temps. Cela ne nécessite pas d'appel radio, à moins d'avoir un mandat d'arrêt. Mais je n'en avais pas. Je n'avais jamais enfreint la loi de ma vie. J'étais juste un homme qui avait tout perdu. L'officier est sorti de la voiture. Toute son attitude avait changé. Il ne me regardait plus comme une nuisance. Il me regardait comme... Je ne savais pas quoi. Comme quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Monsieur, je vous demande de rester où vous êtes. » « Y a-t-il un problème, lieutenant ? Je ne fais rien d'illégal. J'avais juste besoin d'un endroit pour... » « Je comprends, monsieur. Attendez simplement ici. Mon colonel est en route. »« Votre colonel ? Pourquoi ? S'il vous plaît, monsieur, attendez. » 15 minutes plus tard, une seconde voiture est entrée sur le parking. Un homme plus âgé en est sorti. Environ 55 ans, les cheveux grisonnants, avec ce visage buriné par des décennies de service. Un colonel, à en juger par ses épaulettes. Les officiers se sont regroupés, discutant à voix basse et me jetant des regards périodiques. Le colonel a regardé l'écran de l'ordinateur. Même à 6 mètres de distance, j'ai vu son visage changer. Ils se sont tous deux approchés de moi. « Monsieur Berezovski, » a dit le colonel. « Je suis le colonel Fedor Morenov, du ministère de l'Intérieur de Mourmansk. Je dois vous poser quelques questions. Suis-je en état d'arrestation ? Non, monsieur, Rindetel. » Il a marqué une pause, choisissant soigneusement ses mots. Lorsque le lieutenant Danilov a vérifié vos documents, un drapeau fédéral s'est déclenché dans le système. Un signal d'alerte spécial qui est actif depuis 1991. 1991, j'aurais eu 12 ans. Je ne comprends pas de quel signal vous parlez. C'est ce que nous essayons de découvrir. Les yeux de Morenov étaient fixés sur les miens. Monsieur, j'ai besoin que vous répondiez à une question, et que vous y répondiez honnêtement. Quel est le nom de jeune fille de votre mère ? La question m'a frappé comme un coup physique. Ma mère, Elizaveta Berezovskaya, née Elizaveta Aristarkova, était morte il y a 23 ans. Un cancer. J'avais tenu sa main dans la chambre d'hôpital quand elle était partie, regardant la lumière quitter ses yeux pendant que mon père sanglotait dans un coin. Pourquoi m'interrogeait-il sur elle ? Aristarkov, Elizaveta Aristarkova. Pourquoi ? Le colonel Morenov m'a regardé pendant un long moment. Puis il a sorti son téléphone et a composé un numéro. On a répondu à la deuxième sonnerie. Même dans l'air glacial, même avec mon cerveau embrumé par la fatigue, j'entendais la voix à l'autre bout. Forte, autoritaire. Ici le colonel Fedor Morenov, Mourmansk. Ici Evgraf Pavlovitch Berezovski. Date de naissance, 14 août 1979. Le nom de jeune fille de la mère est Aristarkova. Pause. Oui, monsieur le général. Je suis certain. La voix à l'autre bout a parlé pendant presque une minute. J'observais le visage du colonel. Son expression est passée de la curiosité professionnelle à quelque chose de totalement différent. Ses mains ont commencé à trembler. Compris, monsieur. Nous le gardons ici. Oui, monsieur, absolument. Il a raccroché et m'a regardé. Il m'a regardé vraiment, comme s'il me voyait pour la première fois. Monsieur Berezovski,
a-t-il dit d'une voix qui tremblait légèrement. Y a-t-il un endroit chaud où nous pouvons vous emmener? Un café ouvert 24 ? Peut-être pourrez-vous y prendre un café et attendre. Attendre quoi? Le colonel a échangé un regard avec le lieutenant. Monsieur, je ne suis pas autorisé à tout expliquer pour le moment, mais je peux vous dire une chose. Il y a des gens qui vous cherchent depuis très longtemps. Des gens très importants. Ils s'est tu. Et ils sont déjà en route, ils volent vers ici cette nuit même. Je me tenais sur le parking à 4 heures du matin, emmitouflé dans un tas de vieux vêtements. Ma vie se résumait à ce qui pouvait tenir sur le siège arrière d'une Lada rouillée. Et, d'une manière incroyable, tout était sur le point de changer. Laissez-moi vous raconter comment un homme passe de 9 millions par an à dormir dans sa voiture en 6 mois. Cela commence par l'amour. C'est toujours ainsi. J'ai rencontré Agrafena en 2015 dans la datcha d'amis dans la région de Leningrad. Elle avait 34 ans. J'en avais 36. Tous deux sortions de relations ratées. Tous deux étions convaincus que nous ne trouverions plus personne. Elle était belle. Pas de cette beauté criarde qui rend les hommes stupides, mais d'une beauté chaleureuse, confortable, qui vous fait penser à vieillir ensemble. Des cheveux sombres avec quelques mèches grises précoces qu'elle refusait de teindre, des rides de rire au coin des yeux, un sourire qui vous donnait l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, nous nous sommes mariés en 2017 à Viborg, juste la famille et les amis proches, comme nous le voulions tous les deux. Pendant 4 ans, j'ai cru avoir la vie parfaite. Agrafena travaillait comme directrice dans un cabinet d'avocats au centre de Saint-Pétersbourg. Parfois, je la déposais, je l'accompagnais jusqu'à l'ascenseur, je l'embrassais pour lui dire au revoir comme un adolescent amoureux. Le cabinet s'appelait Vissarion et Associés. Principalement des litiges fonciers et de l'arbitrage, des gens qui réussissaient. L'associé principal était un homme nommé Vissarion Andreevitch Gorski. J'aurais dû le voir venir. Les signes étaient partout. Des retards au travail, de nouveaux vêtements, de nouveaux parfums, la façon dont elle cachait son téléphone quand des messages arrivaient. Mais je lui faisais confiance. Je l'aimais. Et j'étais trop occupé à construire notre vie pour remarquer qu'elle la détruisait derrière mon dos. Je l'ai découvert en mars 2024. Agrafena avait laissé son ordinateur portable sur la table de la cuisine. Elle était sous la douche et je cherchais une recette de rôti. Je voulais lui faire une surprise. Au lieu de cela, j'ai trouvé des emails. Des centaines d'emails datant des 2 dernières années. 2 ans de phrases comme « Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi »,« La nuit dernière était incroyable »,« Quand vas-tu le quitter ?» Vissarion Gorski avait 52 ans. Il était divorcé 2 fois, et, manifestement, il couchait avec ma femme dans son bureau tous les mardis et jeudis pendant que je travaillais en croyant que tout allait bien. Je l'ai confrontée cette nuit-là. Elle n'a pas pleuré, ne s'est pas excusée, n'a même pas semblé surprise. « Je veux le divorce », a-t-elle dit comme si elle commandait une pizza. Vissarion et moi en avons discuté. Il va représenter mes intérêts. Tu devrais te trouver ton propre avocat. Te représenter? Agrafena, c'est lui la raison. C'est lui la raison pour laquelle je suis heureuse pour la première fois depuis des années. Sa voix était froide, plate. Tu n'as jamais été là, Evigraf. Toujours au travail, toujours fatigué. Vissarion, lui, me voit vraiment. Je t'ai tout donné. Tu m'as donné une prison confortable. Elle a pris son téléphone. J'ai déjà discuté avec Vissarion du partage des biens. L'appartement, les comptes, tout. Il dit qu'avec les lois de notre région et certaines nuances, j'ai droit à 70%. J'aurais dû me battre, j'aurais dû engager immédiatement le meilleur avocat, contester chaque demande. Mais j'étais sous le choc, un choc total et paralysant. Agrafena a déménagé le lendemain. 3 semaines plus tard, on m'a remis les documents de divorce, déposés devant un tribunal régional où le juge s'est avéré être une vieille connaissance de Vissarion. Le divorce a duré 4 mois. Ils m'ont semblé durer 4 ans. Vissarion Gorski n'a pas seulement représenté ma femme. Il a démantelé ma vie avec une précision chirurgicale. Chaque actif que j'avais accumulé pendant 2 décennies de travail honnête a été disséqué et redistribué. L'appartement à Saint-Pétersbourg, pour lequel j'avais payé la compte avec de l'argent économisé bien avant notre rencontre, a été reconnu comme propriété commune et vendu, Agrafena recevant 70% du produit de la vente. Mes économies ont été divisées par 2, bien que je les ai alimentées pendant 15 ans avant le mariage. Ma voiture, mes épargnes, même les meubles anciens hérités de ma grand-mère. Tout est parti. L'accord final m'a laissé avec 2 millions de roubles et une vieille Lada Vesta, pour laquelle Agrafena avait décidé de ne pas se battre. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'est ce que Vissarion Gorski m'a dit devant le tribunal après la dernière audience. Il portait un costume à 200 000 roubles. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Son sourire était prédateur et son bras entourait mon ex-femme. Sans rancune, Evgraf, a-t-il dit en tendant la main. Rien de personnel, c'est juste ainsi que le système fonctionne. Je n'ai pas serré sa main. Tu as détruit ma vie. J'ai optimisé le résultat pour mon client. Il y a une différence. Agrafena a ri. Elle a vraiment ri.
Ce même rire dont j'étais tombé amoureux autrefois, maintenant dirigé vers mon humiliation. Fais-toi une raison, Evgraf. Tu n'as jamais rien représenté. Je suis juste parti à temps, avant que tu ne m'entraînes vers le fond. Vissarion l'a attiré plus près. On doit y aller, chérie. Le restaurant est à 7 heures. Ils se sont tournés pour partir, mais Vissarion s'est retourné et a lancé les mots qui allaient résonner dans ma tête pendant les 6 mois suivants. Prends soin de toi, Evgraf. Quoiqu'avec ce qu'il te reste, tu vas probablement crever sous un Porsche. Ils sont partis en riant. Il avait raison. Sur le fait d'avoir touché le fond. Le 2 millions a été épuisé en 3 mois. Après le divorce, je n'avais aucune raison de rester à Saint-Pétersbourg. Pas de travail, pas de maison. Mon entreprise avait subi une restructuration pendant que je m'occupais des tribunaux. 18 ans de loyauté envolée. J'ai envoyé des CV dans des dizaines d'endroits. Mais à 45 ans, avec un trou dans mon parcours et des recommandations soudainement hésitantes, les entretiens ne se transformaient pas en offres. L'argent s'est épuisé en octobre. En novembre, je vivais dans ma voiture. En décembre, je me suis retrouvé sur le parking de l'ENTA à Mourmansk, dans la ville même où ma vie avait été juridiquement piétinée, me demandant si la prophétie de Vissarion Gorski allait se réaliser. Et c'est là qu'un flic a frappé à ma vitre et m'a interrogé sur ma mère. Et tout ce que je croyais savoir sur ma vie s'est avéré être un mensonge. Le colonel Morenov m'a emmené dans une gargote de pelmonies ouverte 24 appelée chez Tante Zina à la périphérie de la ville. C'était un endroit pour les routiers et les insomniaques. Des tables en plastique, du café en sachet, une serveuse qui avait tout vu dans cette vie. On m'a installé dans un coin et on m'a payé un petit déjeuner. Des pelmonies à la crème, des œufs au plat, du thé. Le premier repas chaud depuis 3 jours. J'ai mangé comme une bête. Le colonel était assis en face de moi. Monsieur Berezovski, a-t-il enfin dit. Je suis dans la police depuis 31 ans. J'ai vu beaucoup de choses étranges, mais jamais une simple vérification de permis ne s'est transformée en un appel de Moscou, de l'appareil central du FSB. J'ai arrêté de mâcher. Les FSB? Quel rapport avec eux? C'est eux qui vont venir vous l'expliquer. Il a regardé sa montre. Ils seront ici dans 1 heure, par vol spécial depuis la capitale. Quoi qu'il y ait dans votre dossier, c'est assez sérieux pour réveiller un général en pleine nuit. Moronov s'est penché en avant. Vous voulez me dire quelque chose? Quelque chose de votre passé? J'ai lentement secoué la tête. Je n'ai pas de passé. Enfin, rien d'inhabituel. J'ai grandi à Sestroretsk. Mon père était électricien. Ma mère, femme au foyer. Des gens simples et bons. Ma mère est morte quand j'avais 22 ans. Mon père, 5 ans plus tard. Depuis, je me débrouille seul. Aucun casier. Pas même une amende de stationnement. Je n'ai pas fait l'armée des souffles au cœur, on a découvert plus tard que c'était sans importance, mais le temps avait passé. Morenov a froncé les sourcils. Et ce drapeau est actif depuis 1991. Vous aviez 12 ans. Avez-vous une idée de ce qu'un garçon de 12 ans a pu faire pour se retrouver sur une liste de surveillance fédérale? Aucune. J'étais un enfant ordinaire. L'école, le foot, la console. Nous sommes restés en silence. Le ciel dehors a commencé à grisonner. À 6h23 du matin, un 4x4 noir est entré sur le parking. 2 hommes en sont sortis. Tous deux portaient des manteaux stricts. L'un plus âgé, environ 60 ans, avec une allure militaire. L'autre plus jeune, avec une sacoche en cuir. Ils sont entrés dans le café comme s'ils en étaient les propriétaires. L'aîné m'a immédiatement repéré du regard. Evgraf Berezovski? C'est moi. Il s'est assis à côté du colonel Morenov. Je suis le colonel du FSO Alexandre Volkov. Voici mon collègue, le capitaine Chensov. Il a posé ses papiers sur la table. Monsieur Berezovski, ce que je vais vous dire va vous sembler incroyable. Écoutez attentivement et ne m'interrompez pas. J'ai hoché la tête, le cœur battant contre mes côtes. En 1987, un homme nommé Aristark Aristarkov a fondé une entreprise de défense appelée Vitiaz Oborona. En 4 ans, l'entreprise est devenue le plus grand contractant du pays. Des projets top secrets, des contrats de plusieurs milliards. Aristarkov. Le nom de jeune fille de ma mère. Aristark avait une sœur cadette, Elisaveta. C'était un génie des mathématiques, mais elle a choisi une autre voie. Elle a épousé Pavel Berezovski, est partie en province et a eu un fils. Mon père s'appelait Pavel. Je ne pouvais plus respirer. Elisaveta Aristarkova Berezovskaya était votre mère. Et Aristark Aristarkov, le fondateur de l'Empire, était votre oncle. Les mots me frappaient comme un marteau. Oncle, empire, milliard. C'est impossible. Maman n'a jamais mentionné. Il y avait une raison à cela. La voix de Volkov était ferme. En 1991, pendant la période de chaos, Aristark a reçu des menaces sérieuses de services de renseignement occidentaux et de structures criminelles qui voulaient accéder à ces technologies. Les services secrets ont pris une décision, toute la famille d'Aristark devait disparaître. Tous les liens ont été effacés,
les archives classées secrètes. Mais mes parents n'ont rien dit. On ne leur a pas dit toute la vérité. On leur a dit que c'était une mesure de précaution temporaire. Mais la menace n'a pas disparu. En 1994, Aristark est mort dans un accident d'avion qui a été jugé accidentel. Je me suis souvenu de cette année-là. J'avais 15 ans. Ma mère était devenue différente, silencieuse, triste. Après la mort d'Aristark, sa fortune a été placée dans un trust fiduciaire complexe. Aucun héritier n'a été annoncé publiquement pour leur sécurité. Le trust a été géré par des avocats et des personnes de confiance pendant toutes ces années. Ils attendaient. Ils attendaient quoi? Le capitaine Chensov a ouvert sa sacoche et a sorti un dossier. Vous, monsieur Berezovski. Le testament d'Aristark était extrêmement clair. Sa fortune devait être conservée en gestion fiduciaire jusqu'à ce que le niveau de menace diminue, ou jusqu'à ce que son seul parent biologique vous atteigne l'âge de 45 ans et puisse être vérifié en toute sécurité. 45 ans? J'ai eu 45 ans il y a 4 mois. Le mois même où j'ai tout perdu. Au moment de la mort d'Aristark, le fonds valait environ 2 milliards de dollars. A continué Chensov. En 30 ans de gestion et d'investissement, cette somme a considérablement augmenté. Il a poussé une feuille de papier vers moi. J'ai regardé le chiffre en bas. Dans la gargote de Pelmeni, tout s'est mis à tourner, 470 milliards de roubles, monsieur Berezovski. C'est votre héritage. Vous êtes l'unique héritier d'Aristark Aristarkov. J'ai ouvert la bouche, mais aucun mot ne sortait. 470 milliards. Le matin même, je dormais dans ma voiture. J'avais 4700 roubles. On m'avait dit que je crèverais sous un Porsche. Et maintenant, 2 officiers me disaient que j'étais l'un des hommes les plus riches du pays. Il y a encore une chose, a dit Volkov. Votre mère a laissé une lettre. Elle a demandé qu'elle vous soit remise uniquement lorsque vous seriez reconnu comme héritier. Chensov m'a tendu une enveloppe jaunie avec l'écriture de ma mère. Pour Evgraf, quand le moment sera venu. Mes mains tremblaient tellement que j'ai eu du mal à l'ouvrir. Mon cher Evgraf, si tu lis ceci, c'est que le jour que j'ai toujours redouté est arrivé. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour ces mensonges, pour ne pas t'avoir parlé de ton oncle Aristark. J'avais peur pour ta vie. Ton oncle était un homme brillant mais solitaire. Il ne t'a vu qu'une fois, quand tu avais 3 ans. Il a pleuré et a dit que tu étais le seul sens de son héritage. Je ne sais pas quelle a été ta vie jusqu'à ce moment. Tu es un Aristarkov. Tu fais partie de ces gens qui bâtissent des empires et n'acceptent pas les limites imposées par les autres. Quoi que tu aies perdu, renais de tes cendres. Utilise ce qu'Aristark t'a laissé, non pour la vengeance, mais pour la création. Sois l'homme que j'ai toujours su que tu étais. Je t'aime. Ta maman. Des larmes coulaient sur mon visage. Ma mère avait gardé ce secret toute sa vie pour me protéger. J'ai regardé les officiers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Volkov a presque souri. Maintenant, monsieur Berezovski, nous volons vers Moscou pour rencontrer les gestionnaires du fonds. Des papiers, des vérifications, des formalités. Mais sur le fond. Maintenant, vous récupérez ce qui vous appartient de droit. J'ai regardé par la fenêtre Malada rouillée. 6 heures plus tôt, je n'étais rien. Maintenant, j'étais milliardaire. Et quelque part à Saint-Pétersbourg, Vissarion Gorski se réveillait à côté de mon ex-femme, persuadé de m'avoir anéanti. Il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Les 6 semaines suivantes furent un tourbillon d'avocats et de documents. Les gestionnaires du fonds, une équipe de 7 personnes protégeant l'héritage de mon oncle depuis 3 décennies, étaient basés dans une tour de verre à Moscou. Votre oncle parlait souvent de vous, a dit Margarita Stepanovna, la principale fiduciaire. Elle avait 73 ans et avait été l'avocate personnelle d'Aristark. Il y avait votre photo sur son bureau. La dernière que votre mère lui avait envoyée, quand vous aviez 10 ans. Le processus de vérification fut rigoureux. Test ADN, vérification biographique. Mais après 1 mois et demi, tout devint officiel. Yetais Evgraf Pavlovich Aristarkov Berezovski, héritier légitime. L'argent était stupéfiant. Je possédais des parts dans des entreprises dont je n'avais même jamais entendu parler. De l'immobilier à Sotchi, Moscou, Londres. Des comptes dans des banques qui ne font pas de publicité. Mais je me moquais de tout cela. Je veux tout savoir, ai-je dit à Margarita. Chaque entreprise, chaque actif. Je ne serai pas un propriétaire passif. Mon oncle a construit cela. Ma mère l'a protégé. Je ne le gaspillerai pas. Margarita m'a longuement étudié. Vous êtes vraiment le fils d'Elisaveta. Je me suis plongé dans le travail. Des journées de 18 heures à étudier des rapports. Mais je n'oubliais pas mon ancienne vie. Je n'oubliais pas le rictus de Vissarion et le rire d'Agrafena. Certains appelleraient mon plan une vengeance. Je préférais l'appeler justice. Cette justice que le système judiciaire n'avait pas pu assurer. La justice qu'apporte l'argent et la patience. J'ai engagé une équipe d'enquêteurs d'anciens agents des services secrets. Leur tâche était simple, découvrir comment travaillait réellement Vissarion Gorski. Ce qu'ils ont trouvé était pire que ce que j'imaginais. Vissarion et associés n'étaient pas seulement agressifs.
Ils étaient corrompus jusqu'à la moelle. Manipulation foncière, corruption de juges, falsification de documents dans des litiges d'arbitrage. Gorski avait bâti son empire sur le mensonge et était devenu si sûr de lui qu'il avait cessé d'être prudent. Il y a assez de preuves, m'a dit mon enquêteur au bout de 3 mois. Documents, enregistrements, témoignages d'anciens employés. Si on remet ça au procureur général, Gorski est fini. La prison. Et Agrafena? Elle est impliquée. Elle s'occupait de la comptabilité noire et de la coordination avec les bonnes personnes dans les tribunaux. C'est suffisant pour une complicité. J'y ai longuement réfléchi. Elle m'avait trahi. Elle avait ri. Elle avait tout pris. Mais était-elle le mal incarné? Non. Elle était faible, avide et avait facilement cédé aux manipulations d'un prédateur. Gardez tout ça sous le coude, ai-je dit. D'abord, je veux le regarder dans les yeux. C'est un risque. S'il sent le vent tourner. Les gens comme Vissarion ne fuient pas. Ils sont trop imbus d'eux-mêmes. Organisez une rencontre. Et je lui donnerai ce qu'il mérite. Le gala annuel de bienfaisance de la Fondation Aristarque se tenait en mars à l'hôtel Métropole à Moscou, 300 invités, oligarques, politiciens, vieille noblesse, et un invité très spécial. Une invitation sur papier gaufré avait été livrée par coursier au bureau de Vissarion et associé à Saint-Pétersbourg. La Fondation Aristarque invite Vissarion Andreevitch Gorski à discuter d'un partenariat dans une initiative de réforme du système judiciaire. L'ironie était délicieuse. Vissarion a accepté l'invitation en 24 heures. Bien sûr. L'accès à un tel fonds signifiait des connexions dont il avait rêvé toute sa vie. Il ne savait pas qu'il marchait dans un piège. Je les observais à travers la salle. Il portait un costume encore plus cher que celui dont je me souvenais. Agrafena était dans une robe rouge qui coûtait probablement plus que mon ancien salaire annuel. Il rayonnait. Vissarion travaillait la foule, collectionnant les cartes de visite. J'ai attendu qu'il soit seul. Agrafena s'était éloigné, et je me suis approché. Monsieur Gorski. Il s'est retourné avec un sourire professionnel. Oui, je ne pense pas que nous. Il s'est tu. La couleur a quitté son visage. Evgraf? En chair et en os. J'ai tendu la main. Bien que je sois maintenant Evgraf Aristarkov Berezovski. Nom de famille ancestrale, vous comprenez? Il n'a pas serré ma main. Il regardait simplement mon costume parfait, mes boutons de manchette en platine et mon assurance tranquille. Comment est-ce possible? Tu étais un clochard, tu dormais dans ta voiture. Vous aviez prédit que j'y crèverais, si je me souviens bien. Je ne comprends pas. La Fondation Aristarque, vous êtes lié à. Je ne suis pas seulement lié à elle, Vissarion. Je suis la Fondation. Je l'ai laissé assimiler l'information. Mon oncle était Aristarque Aristarkov. Vous en avez peu, être entendu parler. Il m'a tout laissé. La bouche de Vissarion s'ouvrait et se fermait. C'est amusant, non? Il y a 6 mois, vous disiez que je n'étais rien. J'ai souri. Et nous voilà ici, dans ma salle, parmi mes invités. Evgraf, écoute. Il a commencé à transpirer. Ce qu'il y a eu entre nous, c'était juste les affaires. Tu comprends, n'est-ce pas? Rien de personnel. Vous m'avez tout pris. Ma femme, ma maison. Vous avez ri de mon humiliation. Ma voix était calme. Cela m'a semblé très personnel. Agrafena est apparu à ses côtés, son sourire s'éteignant. Evgraf? Comment? Bonjour, Agrafena. Tu es ravissante. Elle s'est agrippée au bras de Vissarion. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-il ici? Pourquoi ressemble-t-il à quelqu'un qui compte? Ai-je terminé? C'est une question intéressante. Tu aurais dû te la poser plus tôt. J'ai vérifié l'heure sur ma montre. Oh, pile à l'heure. Quelle heure? Les portes principales de la salle se sont ouvertes. 4 hommes sont entrés. 2 en civil, 2 en uniforme du FSO. Les mêmes personnes qui m'avaient trouvé à Mourmansk. Vissarion Andreevitch Gorski? L'aîné a présenté ses papiers. Comité d'enquête. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude à grande échelle, corruption de fonctionnaires et organisation d'une association de malfaiteurs. Vous avez le droit de garder le silence. Vissarion a tenté de s'échapper, mais il a été instantanément plaqué au sol. La salle a eu un hoquet de surprise. 300 personnes de l'élite regardaient Gorski se faire menotter sur le parquet ciré. Agrafiena Salyevna Gouchkaya? Un second agent s'est approché de mon ex-femme. Vous êtes en état d'arrestation pour complicité. Suivez-nous. Non, a-t-elle crié. Je n'ai rien fait. C'est tout Vissarion. Vos signatures sur les ordres de virement disent le contraire. On l'a emmené devant moi. Nos yeux se sont croisés. Le mascara coulait sur ses joues. Elle ressemblait exactement à ce que j'étais ce jour-là devant le tribunal, brisée, humiliée, impuissante. Evgraf, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, je ne voulais pas. Tu as ri, ai-je dit doucement. Quand il a dit que je crèverais sous un Porsche, tu as ri. Elle n'avait rien à répondre. Vissarion Gorski a été condamné 8 mois plus tard.
Le procès a été retentissant, l'avocat Star s'avère être un criminel, il a été démasqué par le sans-abri qu'il avait dépouillé. Les preuves étaient irréfutables. Le juge lui a donné 18 ans de régime sévère. J'étais dans la salle quand le verdict a été lu. Vissarion m'a regardé une seule fois. Dans ses yeux, il ne restait rien d'autre que le vide d'un homme qui n'a plus aucun coup à jouer. Agrafena a passé un accord avec l'accusation. 3 ans de prison avec sursis, confiscation des biens, coopération totale. Elle a tout perdu: appartement, voiture, statut. Elle vivait dans un studio à la périphérie de Saint-Pétersbourg et travaillait comme réceptionniste dans une clinique. Une partie de moi avait de la peine pour elle. Une petite partie. Puis je me souvenais de son rire, et la pitié disparaissait. La fondation Aristark a grandi sous ma direction. Nous avons construit des centres éducatifs, aidé ceux qui avaient tout perdu par la faute d'autrui. Je savais ce que c'était que de n'avoir rien, et je voulais qu'il y ait moins de gens dans cette situation. Le colonel Morenov m'a rendu visite 1 an plus tard. Il avait pris sa retraite et était venu à Moscou. Je repense encore à cette nuit-là, a-t-il dit pendant le dîner. Te trouver sur ce parking. Je pensais que tu étais juste un autre vagabond. Je l'étais. Oui, mais tu étais un milliardaire qui ne le savait pas encore. C'est une chose étrange, la vie. Vous savez ce dont je me souviens le plus? Quand le colonel a demandé le nom de jeune fille de ma mère, j'ai répondu sans hésiter. Ni suspicion, ni peur, juste de la confiance. Je n'avais plus rien à perdre. Morenov avait raison, la plupart des gens, au fond du trou, se referment et deviennent amers. Mais je suis resté ouvert. C'est ce qui m'a sauvé. J'ai toujours ma vieille Lada Vesta. Elle est dans le garage de ma maison à Moscou, une maison modeste à Serebrianibor. J'aurais pu acheter un palais ou un yacht, mais j'ai acheté la maison dont j'avais toujours rêvé, avec un jardin et des voisins qui vous saluent quand ils vous croisent. La Lada est couverte de rayures et de rouille, mais je la garde. Elle me rappelle qui j'étais. Qui je reste sous tout cet argent. Un homme qui a tout perdu, mais qui a survécu. Un homme qui a compris que la vie peut changer en un instant pour le pire ou pour le meilleur. Et la seule chose que l'on peut contrôler, c'est la façon dont on y répond. La semaine dernière, je suis tombé sur les papiers du divorce, ce document qui m'avait tout enlevé. Je l'ai encadré et accroché dans mon bureau. Pas pour me rappeler ce que Vissarion m'avait fait, mais pour me rappeler que les pires jours de votre vie ne sont pas forcément la fin de votre histoire. Parfois, ce n'est que le début. Les gens me demandent si je crois au destin. Je pense à mon oncle Aristark, qui a caché sa fortune pendant 30 ans. À ma mère, qui a emporté le secret dans sa tombe. Au policier qui a vérifié mon permis à 3 heures du matin. Quelles étaient les chances? 1 sur 1 milliard, je ne sais pas si c'est le destin ou la chance. Je sais seulement une chose, je n'ai pas abandonné. Même quand je dormais dans ma voiture, même quand j'avais moins de 5000 roubles en poche, et que l'homme qui avait détruit ma vie se moquait de moi, j'ai continué d'avancer. Pas parce que je savais pour l'héritage. Mais parce qu'il était impossible de s'arrêter. Alors, je veux vous demander, quelqu'un vous a-t-il déjà dit que vous n'arriveriez à rien? Que vous étiez un moins que rien? Qu'il était temps d'abandonner? Qu'avez-vous fait? Les avez-vous crus ou avez-vous continué votre chemin? Racontez-moi votre histoire. Et si vous connaissez quelqu'un qui traverse actuellement sa pire période, partagez ceci avec lui. Parce qu'aucun de nous ne sait ce qu'il attend de l'autre côté de la nuit la plus sombre. Pour moi, c'était un héritage de 470 milliards et une chance de tout reconstruire. Pour vous, ce sera peu, être autre chose, mais vous ne le saurez jamais si vous vous arrêtez. Alors, ne vous arrêtez pas. Et attendez que l'on frappe à votre vitre.